Il s'est retrouvé, bien malgré lui parfois, au centre de plusieurs controverses, de l'abolition du stop sur les panneaux routiers jusqu'à la fusion Bécomo-Autrive. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, Gilles. Pendant cette période-là, M. Lévesque ne siégeait pas à l'Assemblée. Il était le chef du parti et vous étiez une aile parlementaire privée de son chef en Chambre. Quel genre d'harmonisation de leurs relations vous aviez entre les deux? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que probablement que M. Lévesque, qui était journaliste, voulait conserver son indépendance vis-à-vis le Parti québécois et vis-à-vis son aile parlementaire. De telle façon que M. Lévesque ne venait pas, ou très rarement venait à nos caucus. Or, bien souvent, on prenait position sur des problèmes. Et Bourassa nous mettait en contradiction parce que des fois, M. Lévesque ne se gênait pas pour nous taper dessus, puis prendre position à l'encontre de nos prises de position à l'Assemblée nationale. Et M. Bourassa, qui était un fin renard de ce côté-là, était très heureux de nous mettre en contradiction, puis particulièrement Robert Burns, à l'occasion d'un problème une fois, l'évêque avait écrit exactement le contraire de la position qu'on avait faite. Et Robert Bourassa avait dit, Robert Burns, mais je pensais que c'était la première fois que le Parti québécois allait être d'accord avec nous autres, étant donné que son chef est d'accord avec nous autres. Alors, Robert était pas très, très content. Et nous autres, on voulait que M. Lévesque vienne à nos réunions, mais il ne voulait pas. Et il y a eu le débat linguistique autour de la loi 22. Et il y a eu le débat linguistique. Et ça, le débat linguistique, c'était aussi pour nous autres un moyen de revitaliser nos troupes, mais aussi d'aller chercher les nationalistes québécois. Parce qu'il y a eu le Bill 63 qui n'avait pas fonctionné avec Bertrand. Là, on arrivait avec le Bill 22. C'était un projet de loi qui était mitigé. Alors, et ça nous permettait de parler de souveraineté du Québec, de parler de la langue, de parler de l'importance de la langue. Puis il y a eu toutes les manifestations aussi à l'Assemblée nationale, où même la sœur du ministre Cloutier s'était enchaînée ici, justement, à l'Assemblée nationale pour protester contre la loi, contre le Bill 22. Alors, ceci nous a donné de l'énergie pour faire une bataille. On a fait, je pense, une bataille très, très forte sur le Bill 22. On devenait de plus en plus fort, on devenait de plus en plus compétent, puis on devenait de plus en plus agressif, mais en même temps, nos débats étaient beaucoup plus structurés. Alors, c'est certain que le Bill 22 était pour nous autres, un moyen de vendre notre projet collectif, puis de vendre ce qui viendrait par la suite, là, la loi 101 avec Camille Lorrain. Ça, c'est en 1974. En 1974. En 1974, alors, on parle des relations avec M. Lévesque, là. J'avais écrit un article sur l'organisation électorale. Article que j'avais envoyé à tous les présidents de comté, mais que je n'avais pas envoyé aux journaux. Je ne voulais pas publiciser cet article-là. Et j'ai été obligé, moi, après ça, de partir pour l'Europe. Je ne sais pas si Marcel Léger avait eu connaissance de mon article ou pas, etc. Marcel Léger, dans les mêmes jours, quelques jours après, a écrit le même article. Un article semblable sur l'organisation. Robert Burns fait une déclaration contestée encore sur le leadership de M. Lévesque. Puis moi, dans mon dernier paragraphe de l'article en question, je posais aussi la
question du leadership du chef qui nous disait, ben, je reste pas, je reste pas, etc. Oh! Mais là, moi, je ne m'attendais pas que, là, ça ressemblait d'un véritable push contre M. Lévesque. On ne s'était pas du tout consulté. Je reviens d'Europe, je prends connaissance des déclarations de M. Lévesque au Conseil national qui nous avaient littéralement ramassés. Moi, il parlait de mon article comme les élucubrations de Lucien Lessard, insomniaque. Marcel Léger, d'autres choses. En tout cas, il nous ramassait littéralement. Mais la crise est allée, là, est devenue excessive, là. C'est avant les élections de 1976, lorsque là, Claude Charron a lancé son interview au Devoir en déclarant que le Québec avait besoin d'un détonateur, à un moment donné, comme chef de parti ou l'affaire, puis c'était pas pour lui, c'était pour M. Lévesque. Oh là, c'est venu, là, assez corsé, jusqu'à la rencontre à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, à l'auberge Anfield, là, où vraiment, là, on s'est parlé dans le masse. Et tout ce débat-là, on se rapproche, avec les Olympiques, on se rapproche de l'élection de 1976. Est-ce que vous, personnellement, et les dirigeants du Parti québécois, sentiez le vent assez fort pour gagner l'élection? Non, à ce moment-là, on ne sentait pas qu'on pouvait gagner l'élection. D'ailleurs, dès le début, René Lévesque parlait du premier ministre sortant, mais dès le début, on a fait campagne pour une bonne opposition, une opposition solide, une opposition forte à l'Assemblée nationale. Puis, alors, on a fait la campagne jusqu'à la fin, dans le fond, sans dire pour faire peur au monde non plus, etc., sans laisser espoir de gagner l'élection. Mais vers la fin, moi, vers les derniers jours de la campagne, parce que comme j'avais été très fort en 1973 et que les sondages me donnaient encore gagnant avec une très forte majorité, Lévesque consacrait plutôt son temps dans des comtés qui étaient qui avaient besoin de plus d'appui, comme Matane, comme le comté de la Gaspésie. Et René Lévesque était allé faire une tournée dans la Gaspésie, mais j'avais réussi quand même à le convaincre de faire un petit tour vers la Côte-Nord. On s'est dit, ça ressemble à 60, à 1960. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé en disant, ça peut arriver. Ça peut arriver. Remarquez qu'on a été surpris d'avoir autant de députés. Et comment vous avez réagi? Est-ce que c'était le grand soir pour vous, là, finalement? Oui, c'était vraiment, là, la satisfaction. C'était le grand soir. Nos troupes, c'était le grand soir. M. Lévesque à la télévision, l'affaire. Nos Parizeau élus, Lévesque élu, Camille Lorrain, oui. Toutes les 6 députés qu'on était réélus. C'était vraiment, mais là, c'était le grand soir, mais en même temps, c'était une grande responsabilité qu'on sentait, je pense, tous sur nos épaules. Puis en même temps, on avait une confiance énorme dans l'avenir. Une confiance énorme dans l'avenir parce que on avait la conviction ce soir-là, je pense qu'on avait tous la conviction qu'on allait réaliser notre projet, qu'on allait être capable de faire la souveraineté du Québec. Et c'était d'abord ça notre objectif. On avait aussi tout un programme électoral qu'on avait soumis par des engagements. On s'engage à l'assurance automobile, la libération des clubs privés, la protection de territoire agricole. Donc, on avait tout des dossiers devant nous autres qui nous amenaient à réfléchir beaucoup et à penser qu'on doit être responsable dans tout... qu'on avait une grosse charge de travail. Vous étiez relativement jeune, 36 ans à l'époque. Est-ce que vous attendiez à être nommé ministre et dans quelles circonstances on vous l'a appris? D'abord, je t'avoue que je ne pensais pas à ça. Quand même, les politiciens y pensent toujours un peu.
Non, je t'avoue que c'était pas ma principale préoccupation, moi. Mais de souvenir, c'est pas une chose qui me préoccupait. Je me doutais que. Puis les journalistes avaient commencé à parler de différents ministères, chasse et pêche surtout qui revenaient, terre et forêt. Quand M. Lévesque m'a appelé, j'étais pas là, j'étais pas chez nous. J'étais en réunion avec avec un groupe de femmes. Et quand je suis revenu vers 10h30 à la maison, ma femme me dit, elle dit, M. Lévesque a appelé. M. Lévesque a appelé. Elle dit oui. Elle dit, puis il a dit qu'elle allait te rappeler à 11h. 11h pile, téléphone sonne. Ça fait que c'est M. Lévesque. OK? Les derniers jours de la campagne, il était tout enroué, puis je ne reconnais pas sa voix. Je lui ai fermé le téléphone au nez. Là, il rappelle immédiatement après. Puis là, il m'a dit, Monsieur Lessard, parce qu'il nous voyait tout le temps, Monsieur Lévesque, je vous appelle du bon cœur. Là, en me disant le bon cœur, là, j'ai dit, oh, m'excuse, Monsieur Lévesque. Là, je me suis excusé, puis tout ce que tu voudras. Et le lendemain, je prenais l'avion, mais en même temps, le lendemain, je rencontrais Yves Bérubé, qui était sur l'avion aussi, qui allait à la même réunion que moi. Et on vous a nommé aux travaux publics. Vous n'êtes pas resté là longtemps. Est-ce que vous avez quand même eu le temps d'amorcer une réforme? Quand je suis arrivé dans son bureau, il s'était tout marqué à la main, là, les ministres. Lucien Dessart, travaux publics, transport, voirie, Conseil du Trésor. Ouf! Les deux bras m'ont tombé. D'autant plus que j'avais toujours l'impression que je n'avais pas la confiance de M. Lévesque. T'sais. Là, il me voit hésiter. La seule question qu'il m'a demandé, ça a duré à peu près 10 minutes dans son bureau. Seule question qu'il m'a demandé, t'es prends-tu, mais t'es prends pas? Et là, puisque vous m'avez donné, vous devez avoir confiance en moi. Là, je suis sorti de là, écrasé. Mais il m'avait dit à ce moment-là que travaux publics pouvaient être temporaires. Et d'ailleurs, quand il a annoncé le Conseil des ministres, il a dit Lucien Dessart, pour une période temporaire, aura 2 ministères, travaux publics et transports. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment confiance en moi, parce que l'un des objectifs qu'il m'avait fixé, c'était de combattre le patronage. Et je pense que M. Lévesque attendait l'élection de Jocelyne Ouellet. Et c'est moi-même qui ai demandé à M. Lévesque d'être relevé, parce que c'était énormément de travail, que ça n'avait pas de bon sens. J'arrivais au ministère des Travaux publics à 10 heures, puis on travaillait jusqu'à minuit, 1 heure, puis le transport, c'était tout un ministère. Et au transport, est-ce que c'est un problème aussi, le patronage? Oui, comme je le disais tantôt, c'est certain qu'il demandait aux députés élus la liste des fournisseurs, comment engager des pépines, puis des tracteurs, puis des affaires. Il y avait des dossiers là, qui restaient, là, qu'il fallait régler, là, où je te mettre un peu d'ordre là-dedans. Par ailleurs, ce qu'on faisait aux travaux publics, on le transmettait au transport. Alors, les fonctionnaires ont assez bien réagi. Au début, on ne le croyait pas. Au début, on ne croyait pas qu'on allait mettre de l'ordre là-dedans, qu'on allait faire disparaître le patronage. D'ailleurs, le premier Noël, mon bureau était presque plein de caisses de Dom Pérignon, puis de champagne mouette, puis c'était pas de la mauvaise qualité, là. Et mon chef de cabinet m'avait appelé, me demandé ce qu'on fait avec ça. Puis là, c'était entendu qu'il fallait remettre ça aux travaux publics, etc. Mais j'ai dit, garde-nous au moins une bouteille. On ne sera pas acheté pour ça, là. Tu sais, garde-nous au moins une bouteille. Alors, on s'était gardé une bonne bouteille. Mais j'avais au moins une quarantaine de caisses de Pérignon, etc. Et il y a eu des tentatives, là, à l'occasion de campagne du Parti québécois où il m'est arrivé une fois où il voulait laisser une somme de 5 000 $ sur mon bureau, là, puis sans reçu, etc. Hop, un instant, wow.
si vous voulez, après un reçu, etc. Et M. Lévesque nous avait d'ailleurs très, très bien averti que je n'en prenne pas un. Alors, je pense que graduellement, ça s'est ajusté. Nos fonctionnaires, comme tels, n'étaient pas nécessairement favorables à ces façons de fonctionner. Donc, ça a été pas si mal. Je pense qu'on a réussi. Vous avez aussi connu une période turbulente avec les camionneurs artisans. On a même vu beaucoup de camions autour de la colline parlementaire, autour de l'Assemblée nationale. C'est arrivé comment, cette histoire-là? Ouais. Le camionneur artisan, c'était le plus gros dossier, je pense, c'est-à-dire le premier grand dossier auquel j'ai eu à faire face. On n'était pas capable de donner des contrats. Les travaux étaient littéralement bloqués partout, dans le Gaspésie, partout, parce que il y avait un conflit entre les camionneurs artisans qui étaient à l'intérieur de l'ANCAI, puis les petits contracteurs qui avaient 2, 3, 4 camions. Et Mayou avait donné l'exclusivité de l'engagement des camions de camions pour la voirie, pour le ministère des Transports, puis pour aussi les contracteurs, avait donné l'exclusivité de ça juste à l'ANCAI. De telle façon que les petits entrepreneurs, 2, 3 camions, ne trouvaient pas de job. Alors là, c'était la contestation, puis ils bloquaient les chantiers. Et d'ailleurs, Mayou avait fait une commission parlementaire quelques mois avant les élections. Et où les travailleurs, les camionneurs, petits camionneurs, contracteurs, dénonçaient ce système. J'analyse tous les rapports en commission parlementaire de tout ça. Et dans le fond, mon règlement 112, je l'ai pris dans les recommandations des camionneurs. Je fais donc mon règlement 112 c'est certain que dans mon règlement 112, j'enlevais l'exclusivité du placement à l'ANCAI. Tout à coup, vers le 17 de juin, M. Lévesque s'adonne à aller à l'inauguration du manoir Montmorency avec Yves Duhem, qui était ministre de la Chasse et de la Pêche à ce moment-là. Et il prend l'hélicoptère à partir du bunker. Et là, les camions commençaient à rentrer. Il s'envoie à son inauguration. Quand il revient au Conseil des ministres, là, il devait avoir ça rentrait. Il devait avoir un 1500 camions de rentrée. Fait que là, en arrivant au Conseil des ministres, il tourne vers moi et dit « Ouais, ça serait bien le temps qu'on passe votre règlement, M. Lessard. » Bien, j'ai dit, moi, ça commence à être le temps, 1500 camions d'arriver dans le Parlement. Puis là, il n'arrive 3000. Tout à coup, le 19 juin, je pense à 6 heures du matin, j'appelle mon chef de cabinet, puis je dis à mon chef de cabinet, Régent Seguin, tu me convoques tous les présidents d'associations de l'ANCAI ce matin. Je pense que c'était ici aussi au bureau, ici dans une salle du Parlement. Je veux lui parler directement. Et là, il commence à me dire, Lucien, c'est-tu prudent? Il n'y a pas de prudence, tu me convoques ça, puis à 8 heures ce matin, puis convoque les députés aussi. Alors, OK, alors il convoque ça, rencontre tous les présidents de comté des camionneurs de l'ANCAI, et là, je leur explique le règlement, exactement tel que mes intentions. Et surtout, je confronte le président, M. Dubé, Georges-Henri Dubé, je pense. Alors, les présidents de comté restent un petit peu surpris de ça. Mais surtout, je découvre une chose en discutant avec les camionneurs, que la Commission des transports a réduit, parce que c'était la Commission des transports qui fixait le salaire horaire des camionneurs, a réduit le salaire horaire des camionneurs de 23 piastres et demi à 17 piastres et 25. La contestation, elle venait en grande partie de là. Mm-hmm. Là, M. Parizeau assistait à la rencontre. Alors, je me tourne envers M. Parizeau. Pourriez-vous vérifier ça? C'est-tu exact? Alors, M. Parizeau vérifie ça, mais en même temps, moi, je demande à mes fonctionnaires si notre budget au ministère des Transports a été prévu pour 17 piastres et 50 ou 23 piastres et 25, je sais pas quoi.
On me dit que le budget était prévu pour 23 piastres et 25. C'est l'heure. Alors, je me tourne vers M. Parizeau, on se rend compte, on jase. Et M. Parizeau, il dit, pas de problème, M. Lessard. Offrez-le. Offrez-leur 23 piastres et 50, comme c'est prévu dans votre budget. La crise était réglée. J'ai rencontré l'Association des camionneurs d'Ancaille, où on a signé ça l'après-midi. Et le soir, je rendais officielle l'entente avec l'Ancaille. Et sous les applaudissements euphoriques des camionneurs, on avait libéré Québec. Ça s'est bien terminé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites au ministère des Transports, à part ces dossiers ponctuels, dont vous êtes particulièrement fier? Bien, c'est curieux, mais c'est moi qui ai mis fait à la construction de l'autoroute du Frein. Le tunnel, on voulait traverser l'autoroute du Frein pour aller rejoindre le boulevard Champlain. J'ai voulu changer, et je pense que j'ai réussi, changer ce ministère des Transports-là, qu'on appelait la voirie, qui était un ministère de construction de routes et d'autoroutes, etc., pour un véritable ministère des Transports qui comprenait aussi tout le transport en commun. Alors, une des choses, justement, que j'ai faites, c'était accentuer, particulièrement dans la région de Montréal, accentuer le développement du transport en commun. J'ai formé le comité du transport de la région de Montréal, le COTREM, comme on formait, qui m'avait déposé un rapport sur tout le développement du transport. On a d'ailleurs ouvert 8 lignes de métro pendant ma période comme ministre. On a aussi une chose importante, je pense, qui est important aujourd'hui, qu'il faut savoir, c'est que c'est nous autres qui avons développé le premier programme des pistes cyclables. En 1979, le premier budget que j'ai sorti, c'est 500 000 $. J'ai été obligé d'en rajouter. Une chose aussi que j'ai venu près à réussir, malheureusement que je n'ai pas réussi, c'est Mirabel. J'avais réussi avec Otto Lingue, rencontrer Otto Lingue, le ministre des Transports du Canada, à Mirabel, et le convaincre de l'importance de l'aéroport de Mirabel comme aéroport international, déménager les vols internationaux vers Mirabel et développer un train rapide entre le centre de ville de Montréal et Mirabel. J'avais réussi à convaincre Otto Lingue jusqu'au moment où il a retourné à son ministère, et j'ai l'impression que les fonctionnaires fédéraux qui venaient en partie, en grande majorité, de l'Ontario, Toronto en particulier, ont crié gare parce que l'aéroport Pearson aurait mangé probablement, a eu certaines difficultés. Il y avait aussi une chose qui m'apparaît importante, modification de tout le code de la route. J'ai sorti le livre blanc sur le code de la route à ce moment-là, et dans lequel le virage à droite était prévu. Mais là, on a eu en fait toutes les protestations qu'on a encore. Là, je trouve ça ridicule. On a eu aussi les cours de conduite aux automobilistes, aux jeunes automobilistes, les cours de conduite. J'avais mis ça dans mon livre blanc, d'ailleurs, qu'on a établi. Cours de conduite aux motocyclistes. Aujourd'hui, ils ont enlevé ça. Donc, on est en train de repenser, à un moment donné, à remettre ça. Alors, j'ai été contesté, mais je n'ai pas toujours eu tort. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir abolir le stop sur les panneaux routiers? Puis, bien évidemment, ça vous a attiré pas mal de railleries. Oui. Il y a beaucoup de... ouais. C'est que, si on se rappelle bien, il y a beaucoup de caricatures. Très intéressantes, d'ailleurs. Si on se rappelle bien, le 26 août 1977, Camille Lorrain avait déposé sa loi 101. L'article 22 de la loi 101 de M. Camille Lorrain indiquait que la signalisation routière devait être française et ne comprendre soit faite soit d'un pictogramme ou ne comprendre qu'un mot. Et Camille Lorrain ne me lâchait pas, puis le bureau de Camille Lorrain ne me lâchait pas. Moi, je sentais que ça allait être décision chaude. Moi, j'étais plus favorable au pictogramme.
Mais je suis allé au Conseil des ministres avec un mémoire. En 1979, donc 2 ans après la loi 101. Alors, je suis allé avec un mémoire, puis là, j'avais toute une série du pictogramme avec la signalisation, avec des arrêts, avec stop, etc. Alors, j'étais allé au Conseil des ministres et M. Lévesque avait rejeté ça d'un verre de main, qui ne voulait pas entendre parler de ça. Fais ce que tu veux, Lessard, décide, M. Lessard, décide ce que tu veux, c'est ton décision, règle ça, puis laisse-nous tranquille avec ça. C'est à peu près sa réaction. Wow! De toute façon, entre deux mots, je ne pouvais pas prendre stop. Pas pour une question là, linguistique, c'était pour une question politique. Déjà, on avait des manifestations des municipalités où le stop était barré. Même économiquement, ça aurait coûté les jeux de la tête, il avait fallu qu'on mette stop. Ça aurait eu une protestation à travers le Québec, ça n'aurait pas de bon sens. Alors, j'envoie arrêt. Et j'avais donné 2 ans, de toute façon, pour les municipalités, à cause du coût que ça comportait, pour que les municipalités se soumettent à la décision. Choix fait, on a suspendu simplement la décision, mais les municipalités ont bien compris, eux autres, que tôt ou tard, ça allait être arrêt. Ils ont commencé à convertir les panneaux de signalisation à arrêt. Puis 2 ans après, tout le monde était à arrêt, à part de la Rhodésie de l'Est de Montréal, là, qui garde stop encore. Mais aujourd'hui, c'est tout arrêt partout, ou à peu près partout. J'ai eu raison. La crise s'est réglée d'elle-même. La crise s'est réglée dessus. Durant toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de réformes, vous l'avez mentionné tantôt. Avez-vous participé activement à l'une d'entre elles, là, soit l'assurance automobile, le zonage agricole ou la langue? Bien oui, le gros dossier, c'était l'assurance automobile, avec Mme Payette. Lise Payette voulait, elle, pas revivre ce qu'on vivait à la CSST, que ça prenait des mois et des mois avant que les gens soient payés en cas d'accident, etc. Puis elle voulait que son système fonctionne bien, etc. Alors, elle nous surveillait, puis elle voulait pas avoir de problème avec ça. Donc, on a travaillé énormément avec le bureau de Lise Payette. Mais le pire de tout ça, c'est quand Lise Payette est arrivée au Conseil des ministres, avec la fin, là, la concrétisation de sa loi, là, puis toute l'affaire, c'est que une grande partie des ministres étaient contre l'assurance automobile, ne voulaient pas qu'on l'applique. Et M. Lévesque écoutait. Et à la fin, là, j'ai pris la parole, puis je lui ai dit que c'était une grande réforme, que mon ministère était prêt, puis qu'il fallait absolument aller de l'avant avec ce projet, d'autant plus que si on se rappelle, c'est que les Québécois ne pouvaient plus s'assurer ou devaient payer des coûts d'assurance astronomiques. Ça fait que l'assurance automobile, c'est certain que j'ai été présent, puis je pense, est-ce que c'est M. Lévesque à ce moment-là? C'est pas fié à la majorité, il s'est fié. Ah oui, ce qu'a dit M. Lévesque, il dit les 2 ministres qui sont responsables de l'assurance automobile nous assurent que tout est en marche pour que ça fonctionne bien, on y va. Et que ça a réglé le problème au Conseil des ministres. Merci, M. Lessard. Merci beaucoup, M. Morin, c'était très agréable. Pour moi aussi.